J'ai lancé, hein. Ah, t'as lancé? Oui. Depuis un moment, t'as lancé? Non, là, maintenant. Ah. T'as dit, on va commencer. Allez, bonsoir à tous. Bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024. Un conseil municipal retransmis en direct sur notre page Facebook et en présence du public. Alors, au niveau des présents, donc Madame Lagarde est absente. J'ai pas reçu de pouvoir. Monsieur Béquit est absent, pouvoir donné à Monsieur Rex. Madame Belmont a donné un pouvoir à Madame Develay, devra nous rejoindre juste après. En attendant, Madame Sruderly, pareil, elle est absente, elle n'a pas donné de pouvoir parce qu'elle doit nous rejoindre juste après. En fait, il y a des rentrées de classe, donc voilà, des fois c'est un peu des réunions de rentrée de classe, donc il y a des personnes qui vont après. Madame Deschanoz est absente et a donné son pouvoir. Madame Tirano, Monsieur Descamps est présent, Madame Develay est présente, Monsieur Dichocho est présent, Madame Franco est présente. Madame Garnier-Michelin est présente, Madame Georges est présente, je suis présent, Madame Avizig est présente, Monsieur Jean est présent, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard est présent, Monsieur Mimoz est absent, Madame Nouet est absente, elle donne le pouvoir à Monsieur Martelin, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Rex est présent, Monsieur Romanotto est présent, Madame Saletero est absente, elle m'a donné son pouvoir, et Madame Tirano est présente. On va commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 2 juillet 2024. On avait eu une remontée de la part de M. Rex, normalement ça devait être modifié. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à rajouter ou pas? Non. On va procéder au vote. Est-ce que des personnes sont contre ce compte-rendu? Est-ce que des personnes s'abstiennent sur ce compte-rendu? Le compte-rendu est donc accepté à l'unanimité. On va désigner un secrétaire de séance qui se porte candidat. Monsieur Martelin sera secrétaire de cette séance. Avant de commencer par les décisions que j'ai prises lors de ces 2 mois, c'est un conseil de reprise, juste vous dire qu'on va reporter la dernière délibération, la délibération 2024-069, validation d'analyse des besoins sociaux. C'est une délibération qui devait être présentée par Sylvie Deschanoz, que j'excuse, qui est absence impromptue pour raison personnelle, donc du coup, c'est un travail qu'elle a mené depuis plus d'1 an. C'est quelque chose que je pourrais vous présenter, mais honnêtement, je préfère que ce soit elle. Elle a vraiment beaucoup travaillé dessus. Donc, c'est une présentation qui dure à peu près 1 heure. Voilà. Donc, ça sera un peu plus court pour aujourd'hui, mais un peu plus long pour le conseil d'octobre. Donc voilà. Ensuite, on va commencer par les décisions. Donc, il y a une dizaine de décisions. Et on va commencer tout de suite par la première décision. C'est l'achat de signalétique auprès de l'entreprise Lacroix pour un montant de 5 529,78 €. Alors vous avez dû voir un changement progressif du signalétique de la commune, avec notamment des achats d'entrée et de sortie, de panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération. Les gens qui se posent la question de pourquoi autant de panneaux, tout simplement parce que, vous savez, depuis l'arrivée de notre police municipale en février, on a travaillé sur la sécurité routière, qui était un problème remonté régulièrement par les comités de quartier et les commissions participatives. Et du coup, le policier a fait un audit de la commune et s'est aperçu que sur certaines portions de notre commune, on pourrait envisager, on ne pouvait pas sanctionner ces personnes trop vite parce qu'on fait du contrôle radar, contrôle aux jumelles assez régulier, même aux jumelles sont prises par les gendarmes. Sauf qu'à certains endroits de la commune, quand on n'a pas d'entrée et de sortie d'agglomération, des fois, on a des panneaux à une certaine vitesse, et après, fin de panneau à une certaine vitesse, et bien après, ça repart sur le droit commun, c'est-à-dire 80 km/h. Et c'est comme ça qu'on s'était aperçu que sur Baran, chemin du Payard, chemin du Port, on pouvait rouler à 80 km/h. Donc, on a fait l'acquisition de plusieurs panneaux d'entrée et de sortie. Alors, pour certaines, ça fait des superpositions, certains endroits superpositions, typiquement Baran. On a dit, pourquoi vous avez mis un panneau de Saint-Romain, entrée de Saint-Romain au-dessus du panneau de Baran, et sortie de Saint-Romain en dessous du panneau sortie de Baran. Non, sortie de Saint-Romain, pardon, en dessous du sortie de Baran. Tout simplement parce que le panneau Baran, il n'a aucune valeur réglementaire, et que si jamais j'enlevais les panneaux de Baran, je pense que la principauté n'aurait pas été très très contente, donc on a laissé les deux. Donc ça superpose un petit peu, mais je vous le dis parce qu'on a eu des remontées là-dessus, en disant il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup parce qu'on oublie. Voilà. Donc ceci étant dit, vous avez pu aussi voir, il n'y a pas que ça, il y a d'autres panneaux de réglementation de vitesse. On a eu un panneau au port, notamment avec un rappel 30. Voilà. Et puis il y en a pas mal pour
5 000 et quelques euros. Et puis, vous allez voir, parce qu'il y en a pour 5 529,78 €, vous allez voir aussi 7 panneaux pour commencer, parce que c'est ce qu'on fait, et ça commence à porter ses fruits, de contrôle radar fréquent. Donc on va en mettre à l'entrée de Baran, route de Loyette, Girondin, Port, Valval, bref, aux endroits qu'on a après établis en fonction des contrôles, pour montrer qu'à Saint-Romain, on essaie en tout cas de ne pas rouler comme des barques. Ouais. Donc voilà, donc ça fait partie de la politique sécuritaire et des remontées de nos comités de quartier. Deuxième décision, c'est une décision d'acquisition d'un fauteuil ergonomique pour une personne qui est reconnaissance travail handicapé. Donc on prend chez Manutan pour un montant de 562,80 €. Donc ça arrive de chez nous. Vous coupez si vous avez des questions. Ensuite, on a un projet qui a été travaillé par la commission environnement en collaboration avec le conseil municipal des enfants d'avant et l'école pour la plantation et la végétalisation de l'école. Donc là, on a la pose de haies, je crois que c'est 39, pardon, ça, voilà, qui vont être posées, pour 1 560 € par l'entreprise Thomas à l'école, côté élémentaire. Ensuite, on va travailler un peu sur le fonctionnement, gaspiller moins d'argent pour éclairer notre commune. On a signé pour 48 438 € avec la société Babola le passage aux éclairages LED. Alors on a vu, comme les autres, plusieurs entreprises, et c'est eux qui nous donnent le meilleur rapport qualité-prix. L'objectif, c'est de passer des voiries tout à la LED, et notamment les voiries principales de notre centre-ville, c'est-à-dire la rue du Stade, la place de commerce, le passage Victor Martelin. Donc au fur et à mesure, on fera ce type de travaux pour consommer un peu moins. Pour rappel, éventuellement discuter, je ne l'ai pas mis, mais on va discuter pour le tour de table. Cette année, on n'a pas eu plus de cambriolage ou autre l'été, en éteignant du 15 juin au 15 août le soir. On en a eu moins qu'en 2019, en 2019 il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'était tout le temps tout éclairé. Enfin, je ne trouve pas 2020-2021 parce que c'était une année particulière. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un rapport avec l'entretien avec le nouveau major projet qui est arrivé le 1er août, comme ça. Voilà, donc les idées reçues, ça arrive, hein. Voilà, ça arrive de partout, mais on en a, voilà, moins que lorsque c'était tout éclairé. Petite parenthèse, là. Donc voilà, donc 48 438 €. On a passé, et c'est la dernière, je dis toujours que c'est la dernière, mais cette fois-ci c'est la dernière des dernières, ça fait 2 ans, la dernière commande sur les plaques numérotation pour l'adressage, pour un montant de 714,60 € avec la société qui nous fait ça depuis le début, la société Isosec. Ensuite, on travaille, j'ai les oreilles ici qui étaient, mais on travaille sur un plan de gestion d'espace vert qui sera présenté depuis un moment avec la commission environnement, avec la commission travaux, avec beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et dans le cadre aussi des commissions de quartier, je sais très bien, les quartiers qui ne sont pas contents d'entretien ou de choses comme ça. Alors la commune n'est pas sale, la commune n'est pas mal entretenue, la commune est entretenue en fonction des moyens qu'on a. D'accord? Donc oui, dans certains quartiers, et quand ça pousse vite, et ben, on coupe, et puis ça pousse. Et puis à certains endroits, il y a du gravier, et c'est très compliqué à entretenir. Donc on va faire un test, on a fait des études, et on va commencer par Chevramont, parce que c'est Chevramont qui va faire monter un certain nombre de choses. On va tenter l'engazonnement de Chevramont sur tout ce qui est gravier pour un montant de 11 014 €, pour que nous, derrière, ça puisse être plus simple pour entretenir. On parlera après, pas dans ce conseil, mais dans d'autres conseils, comment on envisage d'entretenir, puisqu'en fait, comme je vous dis, on va mettre ce plan de gestion en place, donc forcément, on va devoir faire au moins 2 embauches, et en parallèle, on va peut-être prendre un prestataire, le but étant que on soit en phase avec ce qu'on veut faire sur notre commune, en sachant qu'on ne peut pas entretenir notre commune comme on le faisait encore il y a 5 ou 6 ans. Voilà, d'accord. Mais il y a quand même des limites. J'avoue que voilà, cet été, en plus, ça n'a pas arrêté de pleuvoir, donc ça repoussait très rapidement. Puisque j'insiste, on ne peut plus mettre les produits qu'on mettait avant.
On a aussi signé pour 17 298 € avec la société Manwin pour la maîtrise d'œuvre du GEM Le Parc. Donc on a plusieurs prestataires, on a retenu parce que le prix était intéressant, et puis parce qu'on a fait du contrôle de référence, c'est notamment un cabinet qui a travaillé récemment avec Trept, qui a travaillé récemment avec Cerverieux, bref. Donc on est content, on a fait 2-3 réunions déjà, donc c'est plutôt pas mal. Donc la société Manwin pour un montant de 17 298 €. Petite question. Oui. La surface du Jalais Parc, vous pourriez pour les coûts. On avait dit 5 000 mètres carrés. Donc normalement, une maîtrise d'œuvre, c'est à peu près 6% du projet en général. En tout cas, quand on a vu plusieurs personnes, là on sera moins ou comme je dis, c'est à peu près pareil, mais on n'a pas 5 000 mètres carrés. En tout cas, on a décidé pour 5 000, ça sera réduit en fonction de l'étude de sol qu'on avait fait. Une question là, parce que oui. Mais pour l'instant, Pas encore. On est en train de travailler. Là, on est en train de regarder ce qu'on veut y mettre. Et pour savoir ce qu'on veut y mettre, on prend le sondage déjà le romain et les différentes remontées qu'on a eues. Là, on n'est pas encore sur dès qu'on sait ce qu'on va faire, on présentera un schéma. Le coup de pioche, il ne sera pas avant 2025. Oui, mais quoi qu'il en soit, donc la commune engage une somme complète. Et aujourd'hui, la parcelle du Jalais Parc historique, et la parcelle complète, elle est assujettie à l'OAP. Et l'OAP dit ce qu'on est censé y faire. Or, ce qu'on est censé y faire, ce n'est pas un Jalais Parc, ce sont des habitations. Oui, sauf qu'en fait, l'OAP, dans le cadre du PLU, on est en train de toutes les revoir. Donc, on engage quelque chose, de toute façon, ça sera modifié. Oui, mais c'est à échéance encore au moins 1 an. Et sous réserve que le PLU soit accepté. Non, on n'est pas sur les champs de 1 an. Ouais. Normalement, moi, j'ose espérer qu'à votre printemps, on y soit. Quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, de toute façon, on est en train de faire le projet et l'objectif est de 2025 et que le parc soit sorti en 2025. Non, moi je dis que c'est 17 000 € si jamais le PLU en l'état est retoqué, c'est un risque, ces 17 000 € sont perdus. Ce ne sera pas retoqué parce qu'on fait un travail de qualité, 17 000 € ne sont pas perdus parce que j'ai le parc, on en a besoin. Donc, mais j'entends. L'entreprise Lacroix, le Carrefour Lyonnais, oui. On a pris l'entreprise Lacroix pour faire la signalétique du Carrefour Lyonnais, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui avait été remonté par ce quartier sur la sécurisation. C'est CTPG qui a fait les travaux, donc on a fait un espèce de triangle. Et donc voilà, on a pu faire la signalétique pour un montant de 436 € et 32 centimes. Pareil, on a gardé l'entreprise Lacroix pour la signalétique pour le château de Gémenas pour un montant de 660 € et 86 centimes. Donc, ça vous a été, on en a parlé, je crois, dernier conseil de mémoire. On a signé, bah oui, on a voté une délibération, donc une convention pour le passage, pour faire un détournement du passage historique vers le château de Gémenas. Et donc, il faut qu'on fasse la signalétique. De même que ça va avec la décision d'après, avec la société Picbois, pour un montant de 511 € et 28 centimes, pour le cheminement, voilà, ces petites plaques, pour le cheminement du chemin de randonnée. Voilà. C'est pas la même société parce que c'est pas la même façon de signaler. Voilà, j'en ai terminé avec cette décision et nous allons désormais attaquer le conseil de délibération. Oui. Vous n'avez pas de 6% on fait des trucs. C'est un montant de 250 000 € de travaux. Comment 17 000, ça fait 6%. Oui, non, mais 6%, c'est en moyenne, il y en a qui sont à 10 000, il n'y en a pas qui sont en dessous. Mais en fait, le moins cher, c'est 6%. Voilà. Oui, bah, à peu près, c'est ça, à peu près. Ouais. En sachant qu'on a budgétisé 77 000 au budget pour 2024. Aujourd'hui, on est à 17. Ouais, c'est toujours pareil, on s'est réalisé l'année dernière. Mais oui, on est sur entre 250 et 300 000 € à peu près. 6%, c'est moins cher.
Il y en a d'autres qui m'ont proposé de à 15 à 10, si vous voulez. On va attaquer par la première délibération. C'est un avis sur le schéma de mutualisation de la communauté de communes des balcons du Dauphiné. Alors, je ne vais pas reprendre tous les documents, j'ai beaucoup de documents. Je vais vous faire une petite synthèse. On délibère. Si on ne délibère pas, au bout de 3 mois, c'est considéré comme une acceptation de notre commune. Donc toutes les communes vont délibérer. Je veux juste vous dire ce qu'est le schéma de mutualisation. Alors, le schéma de mutualisation, c'est un travail d'un an fait par notamment le vice-président en charge de la mutualisation, qui est le maire de Tignieu, Jean-Louis Baff, qui a rencontré et a procédé à pas mal de travaux. Et après, nous, chaque président, vice-président, chargé de sa compétence, a aussi travaillé sur la mutualisation au sein de sa compétence. Et donc, à l'issue d'un travail de longue haleine, entre 2023 et 2024, à l'issue de 11 conférences des maires, de 8 questionnaires, de 6 rencontres des comités de travail de coopération et mutualisation, de 21 comités de travail sectoriels, et d'une recommandation de la commission transversale du 13 janvier 2024 et du vote le 11 juillet dernier à l'unanimité du conseil communautaire, le schéma de mutualisation a été accepté au niveau communautaire. Maintenant, ça redescend au niveau des communes. L'objectif de la mutualisation, c'est de faire fonctionner la solidarité et de faire baisser les coûts. Alors, c'est pas nouveau, on le fait déjà. Il y a déjà des choses pour lesquelles on a voté, on a des exemples. Quand on avait accepté, quand on avait opté notamment pour le groupement d'achat pour la papeterie, pour les équipements, la mutualisation, notamment pour le service administration des sols. Bref, il y a pas mal de services comme ça. La mutualisation, elle peut se faire dans plusieurs sens. Alors, on parle de mutualisation verticale ascendante, lorsque c'est une commune qui met des moyens à disposition de la communauté de communes. On a la verticale descendante, lorsque c'est l'EPCI, donc la communauté de communes, qui donne ses moyens à la commune, typiquement le service d'administration des sols, le service urbanisé des communes. Et puis, il y a une mutualisation horizontale. Alors, nous, on a déjà des exemples. En fait, on met à disposition avec les communes de Bernat, de Hier-sur-Vie, de Limorio récemment, par exemple notre police municipale. Voilà. Et en contrepartie, c'est pareil, il faut les aider. C'est du bon vouloir, mais c'est surtout de la solidarité avant tout. Donc, ce schéma, il a rempli beaucoup de choses, et puis on va encore en parler après, et puis on a déjà noté des choses. Et l'objectif, c'est de mettre en place à partir du 1er janvier 2025. Et si vous avez suivi aussi, on est sur une période de 1er janvier 2025 au, je ne sais plus si c'est 31 décembre 2029, en tout cas c'est 2025 à 2029. Donc ça va bien au-delà du mandat communal, mais aussi bien au-delà du mandat intercommunal. On est sur un principe de faculté, on n'est pas obligé d'y aller, à chaque thématique, à chaque item. Tous les items sont repris. Donc il y en a un certain nombre. La communication, par exemple, mettre en place un système où ils vont mutualiser, ils vont prendre un prestataire pour faire des sites internet, et après les communes qui veulent peuvent éventuellement passer par ce prestataire, toujours pour baisser les coûts. Donc on a la communication, on a les secrétaires mairie, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plus d'un an. Mais alors, nous on est un peu moins concernés parce qu'on a des secrétaires mairie, mais dans les petites communes, souvent les communes sont tenues par 1, 2, voire 3 personnes, et quand vous avez une qui est malade, et quand c'est le secrétaire de mairie, d'état civil ou autre, et ben vous êtes bien embêtés, donc la commune a cette secrétaire de mairie et la met à disposition des communes qui en ont besoin. Il y a des services qui sont gratuits, comme le service d'administration des sols, et les services qui sont facturables, comme par exemple le secrétaire mairie, où au lieu que la mairie prenne quelqu'un en intérim, donc ça coûte 2 fois plus cher, ou passe par une société type OSE, et bien là en fait, elle paye, la communauté de communes paye la secrétaire, et la commune rembourse le salaire, et du coup ça ne fait pas de coefficient, donc il y a un salaire normal à la communauté de communes, donc les choses sont gratuites, d'autres sont facturables. Bref, mais encore une fois, c'est en fonction de. Donc il y a plein de choses. Beaucoup de petites communes ont demandé des services juridiques. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de directeurs généraux, il y en a qui n'ont pas de directeur général des services. Je vous rappelle juste qu'à côté de communes, c'est 47 communes et que Saint-Romain est la 7e commune la plus peuplée. Il y a plus de la moitié des communes qui font moins de 1600 habitants. Non, la moitié c'est 1600 habitants, mais il y en a plus de la moitié qui ont moins de 1600 habitants.
avec des petites communes de 300, 500, 700, 800, bref. Donc là, ils ont besoin d'appui, et donc ils mettent en place certains services. Et c'est pareil, ce service est mis en place, et bien au lieu qu'ils payent chacun un avocat de leur côté, tout est à la côté de commune, vous faites une demande à Comcom, et vous avez des tarifs négociés, puisque ça allait très bien. C'est toujours moins cher de commander pour 47, ou un peu plus, ou un peu moins, peu importe, que d'y aller en direct. Bref, il y a beaucoup de choses sur la GMAPI, sur les ressources humaines aussi. Pareil, il y a des petites communes qui n'ont personne, voilà, pas de DRH, rien du tout. Donc, tout ça fait qu'on mutualise. Une chose. Oui. Ça rentre dans le cadre d'une compétence ou d'une volonté communautaire? Non, c'est en fait, c'est pas une volonté communautaire, c'est quelque chose qui est remonté des différents comités de travail, donc des comités de travail, donc des communes. C'est-à-dire qu'en fait, on entend souvent dire à quoi sert la comité de commune, sans se poser la question, ils sont tous dit, eh ben, on voudrait bien que la comité de commune réponde à un certain nombre de questions. On voudrait bien que la comité de commune elle nous aide sur tel point. Donc forcément, toutes les communes ont levé la main sur, on veut que la comité de commune, par exemple, reprend la voirie. Bon. Mais en fait, non, on a vraiment tout retravaillé, puisque, et je ne l'ai pas dit, je vais y venir, il y a 5 niveaux de mutualisation. Ça va du groupement de commandes, on a déjà plusieurs fois voté dans ce sens-là, voilà. La prestation de service, la mise à disposition, le service commun et le transfert de compétences. On va en parler d'ailleurs avec l'intégration d'après sur l'application des Si je systèmes. comprends bien, c'est Non, c'est pas une il n'y a compétence. pas de Non. possibilité de déjà bonifier. Pardon? Il n'y a pas de possibilité de déjà bonifier au bout de la compétence. Chaque fois qu'on prend une compétence, normalement, il est déjà. Non, pas du tout. Pourquoi il n'y a pas. Il faudra donner le miroir. Bon, on entend ça aussi par du téléphone, c'est pour que les gens les entendent. Donc, il n'y a pas de miroir, le micro. Le micro. Fin de journée, fatigant. C'est moi qui ai le plus beau. Donc, du coup, alors, j'insiste, non, j'insiste sur le fait que ce soit. On acte la mutualisation et après on choisit ce qu'on veut. Déjà, on parle de police intercommunale, on ne va pas y aller. On l'a mis parce que les petites communes le demandent, mais sur les 47 communes des balcons, on a peut-être moins de 10 communes qu'on est policiers, quoi. Donc là, si vous prenez l'ouest des balcons dauphinés, Saint-Romain des policiers, Tignol des policiers, non, mais Crémieux des policiers, mais tous les autres, bon, ça ne peut pas le faire. Mais bon, il y a des choses qu'on choisira au cours. Bon, l'objectif, je crois que vous avez bien compris, c'est aller là où on a besoin, et on n'aura pas forcément besoin de tout, et au moins ça peut nous ouvrir les portes. Donc cette délibération va dans ce sens-là, donc c'est d'émettre un avis favorable au projet de schéma de mutualisation des services 2025-2029 entre la Comcom et les communes membres, et d'autoriser le maire à prendre toutes les dispositions relatives à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? La seule chose qu'on délibère, C'est le principe de dire on y va. on délibère sur quelque chose qui est l'essence même de la création d'un commune. De C'est l'interface. un peu fou de délibérer alors que c'est la volonté même. Oui, mais après, derrière, il y a tout ce qui a été travaillé en pétral, c'est-à-dire qu'on a quand même réaxé la politique sur ce que demandaient les communes. Donc c'est pour ça que vous avez les différentes thématiques. Et après, on le verra avec le changement des statuts, justement, parce que quand on fait une modification, quand on dit à la Comcom, ben voilà, vous allez nous aider pour ça, et ben il faut modifier le statut de la Comcom pour vous donner la possibilité de le faire. Voilà, vous avez toutes les fichations, toutes les infos déjà passées en préfecture. Pas d'autres questions? Non? Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Une abstention. Vous? Ouais, une seule pour moi. Ah, ok. Une abstention. Donc une abstention et tous les autres pour. Parfait. On va passer à la deuxième délibération qui acte la modification des statuts de la communauté de communes des balcons du Dauphiné. Dans le cadre du projet de mutualisation, à chaque fois qu'on va mutualiser quelque chose, on modifie les statuts pour lui donner la possibilité de. Et on sait déjà qu'il y a eu déjà des modifications par le passé, pour lui donner aussi des compétences. La communauté de communes, c'est par exemple doté récemment, c'était 2 ans, c'est la dernière compétence mobilité. Je tiens un petit mot en tour de table.
Mais par exemple, pourquoi, alors que la communauté de communes d'à côté ne l'a pas fait, c'est parce que, peu importe, on va avoir un travail qui va passer, ok? Même si c'est d'abord la région qui a cette compétence, et après la communauté de communes. Voilà. Donc dans ce cadre-là, la communauté de communes est allée plus loin. On a un travail qui est fait par le vice-président en charge de la mobilité, M. Bolo, et les comités de travail ont travaillé sur un schéma d'accessibilité cyclable et mode doux. Et l'objectif maintenant, donc ils ont proposé un conseil communautaire différents itinéraires, je crois que voir c'est 14 itinéraires. Et le fait de modifier ces statuts, ça donne la possibilité aux communes, en accord avec les communes, de réaliser ces cheminements. L'objectif étant de relier les communes entre elles, et puis de relier les communes entre voies vertes, Garona et autres. Donc c'est un sacré coup, je vous dirais que les communes, par exemple, ne pourraient pas supporter. Je ne vais pas regarder longtemps. Mais voilà, on a les aménagements cyclables, on parle d'1 530 000 € sur l'ensemble du territoire, et voilà. Voilà, les coûts d'entretien annuels, on a 73 000 €, bref. Donc tout ça serait la compétence d'être prévu, un peu comme la Garona finalement. La Garona, c'est compétences communautaires, et quand il y a quelque chose, des charges sauvages, on va noter Madame Brunelli, Madame Lefebvre qui vient d'arriver. On ne fait rien, on appelle, et c'est la communauté de communes qui intervient. Donc là, première chose sur ces statuts, c'est concernant ce transfert de compétences qui concerne la voirie, mais la voirie cyclable. Le mode doux, pas la voirie en général. Peut-être qu'on y reviendra, comme ce fut le cas il y a quelques temps en arrière. Et puis, la deuxième chose, on modifie aussi pour la mutualisation du service de commande publique des achats. Et ça, c'est aussi important parce que ça nous permet, dans toute l'ingénierie liée aux achats, et ça, je peux vous garantir que toutes les communes sont bien contentes. Comme ça, c'est la communauté de communes qui s'occupe de toute la partie paperasse, qui paye en plus tous les appels et tout ça. Et nous, en fonction de ce qu'on veut, on n'a plus qu'à venir se greffer. Voilà. Et donc, pour valider ces deux choses, il faut qu'on délibère pour, in fine, l'ensemble des communes puissent, plutôt que la communauté de communes puisse voir ses statuts modifiés. Tout comme la délibération précédente, si on ne fait pas de suite pour moi, c'est considéré comme accepté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, ça veut dire que ça. C'est pour ceux qui ont... Ça prendra en entretien le pisciclable actuel? Non. Non, ça sera tout ce qui va être créé. En fait, tout ce qui concerne, je sais pas si on peut dire, la mobilité, mais la cyclabilité de la commune, ce qu'on fait entre communes, ça c'est notre compétence, c'est à nous de le faire. Et tout ce qui concerne, on va le voir, pour la team, pour relier les voies, choses comme ça, ce sera la communauté de communes. Maintenant, on garde notre compétence sur ce qui existe déjà. Pas d'autres questions? Alors, l'intitulé exact de la délibération, c'est quoi? Alors, on va voter pour le fait d'approuver la modification statutaire telle que présentée et jointe en annexe, et de m'autoriser à prendre les dispositions relatives à l'exécution de cette présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Nous allons passer maintenant à la convention relative à la gestion en flux de logements locatifs sociaux. Ah, c'est pareil, si on ne délibère pas au province accepté, de toute façon c'est une obligation de la loi Elan, mais il faut délibérer. Donc normalement c'était Mme Deschamaux qui devait présenter cette délibération, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle. Bon, concrètement c'est un peu technique, mais bon, finalement on passe alors les termes d'une gestion en stock et une gestion de flux, mais on va délibérer sur quelque chose qui ne nous concerne pas encore. Bon. Grosso modo, c'est pour tout arriver, vous voyez dans l'annexe, vous avez vu, il n'y a pas ça en ingénieur, c'est pour tout arriver de logements sociaux et de bailleurs, de nouveaux bailleurs sociaux. Avant, vous aviez un certain nombre de logements qui étaient attribués à la commune, et la commune décidait. Maintenant, ce sera un pourcentage et pas un nombre de logements, ce qui fait qu'il y aura plus de flexibilité. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la loi Elan de 2022. Voilà. Donc, un passage d'une gestion de stock à une gestion de flux pour plus de flexibilité.
Bon, peut-être que demain, si on a on appelle ça, un endroit où doit fleurir des logements sociaux, Saint-Romain sera concerné. Donc on aura peut-être 15%, et pas l'appartement numéro 1 de l'étage 2, voilà. On aura 15% sur le bâtiment pour l'attribution. Sachant que de toute façon, il y a toujours des commissions auxquelles on siège et qu'en fait, depuis qu'on est arrivé, je crois qu'il y a une seule fois où on n'a pas suivi la recommandation de la commune. Et c'était imposé par nous. Donc ça ne change pas, si ça change, mais en fait on a toujours la main là-dessus. Donc vous aviez l'explication, du fameux droit de réservation, avec l'explication ici, le schéma gestion en stock ou gestion en flux, avec le rappel de la loi Elan, qui est effective depuis le 1er janvier 2024, on devait délibérer en 2024. Ça sera chose faite après cette présentation. Je vous passe les détails des chiffres, parce que ce qui est important de savoir, c'est que dans le cadre de l'attribution, on a bien évidemment les communes, mais on a aussi le département et la communauté de communes, et j'en oublie un, et puis les acteurs, les bailleurs sociaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? C'est un peu la même chose que la décision du juge qui nous a obligés à modifier le PLU. Je ne comprends toujours pas qu'on ait à voter sur quelque chose qui s'impose à nous. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, peut-être statistiquement parlant, est-ce qu'après ça remonte et on nous dit qu'il y a telle ou telle commune qui ne veut pas le pourcentage? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Alors, on va procéder. On va procéder au vote. Donc, 1. On vote pour la validation des termes de la convention, de préciser cette convention qui n'a pas d'incidence financière, et de m'autoriser à signer le document. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Une personne et parfait, donc une abstention. Ok. On continue avec l'adhésion au groupement de commandes constitué par la communauté de communes des Balcons de Dauphiné pour l'achat de fournitures matérielles informatiques, de téléphonie fixe et mobile, de licences bureautiques et d'achat pour la location de photocopieurs. Toujours pareil, groupement d'achat sur tout ce qui est volet informatique. Donc, je ne vais pas revenir sur le reste, on a déjà parlé, mais en gros, la petite commune s'occupe de tout, de la CAO, de tout ce qui s'ensuit. Il suffit juste de savoir si nous, on veut y adhérer ou pas. Et encore que, si jamais il y a un prestataire qui ressort, on n'est pas obligé d'y aller. Je vais vous donner un exemple. Je crois que je l'ai déjà donné à un conseil précédent. On avait accepté aussi de participer à ce groupement pour la fourniture des petits équipements administratifs, des petits équipements bureautiques et de la papeterie. Pour la papeterie, c'était l'entreprise adaptée, on n'y est pas allé, parce que voilà, ça n'est pas ce qu'on cherchait. Par contre, on était resté avec Lacoste, et en passant aujourd'hui par Lacoste, alors c'était notre prestataire déjà historique, on est à moins 74% en passant par le groupement. Donc là, c'est pareil. On y va pas, sachant que les licences, ne serait-ce que outre les compagnies, ça coûte cher. Donc, l'objectif, c'est d'adhérer à ce groupement. Voilà, alors l'intitulé exact, parce qu'il y en a 5. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc c'est 4 points. Donc le matériel informatique en 3 lots, le matériel de téléphonie fixe, la licence bureautique, la location de photocopieurs. Pourquoi c'est L'achat ou la location? Oui, c'est marqué 2 fois la C'est location. ce que je suis en train de dire, il y a une coquille. L'achat ou la location de photocopieur. Aujourd'hui, si vous achetez un photocopieur, on va faire bien l'armée pour la maintenance. Donc on notifiera. Ok. C'est pas moi qui l'ai, c'est marqué 2 fois la location. C'est pas logique. Pas d'autres questions? Donc on va procéder au vote. Donc qui est contre cette adhésion? C'est une mutualisation. Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la modification du tableau des effectifs. Toujours pareil, je veux
dis à chaque fois, mais à chaque fois qu'on a une différence, on a des changements horaires pour des agents au-delà de 10%, on doit modifier sur le long terme, on doit modifier notre tableau des effectifs. Et puis donc là, on va créer 2 postes. Un poste à hauteur de 12 heures par semaine et un poste à hauteur de 28h73. Et on va supprimer un de 17h50 et un autre de 24h30. Concrètement, la personne qui était à 17h50 a eu des problèmes de santé. Aujourd'hui, ne se voit pas travailler 17h50. Demain, elle travaille 12 heures. On est dans son sens. Donc, on a baissé de 5h50 son temps de travail. Et donc, on a en interne trouvé quelqu'un pour compenser un peu, pas tout, puisque ça fait un écart de 5h50. Mais on compense à hauteur de 4h43 en faisant passer une personne de 24h30 à 28h73. Mais ça suffit. Donc, on est obligé de reprendre ce tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je crois que je vais en prépa conseil, parce que bien évidemment, conseil, on ne cite pas les noms, on ne peut pas conseil comme on connaît tous nos agents. J'avais dit le pourquoi du comment, qui était concerné. Non, pas de questions. Donc, la délibération concerne donc la suppression, la modification du tableau et la création. Qui est contre? Qui s'abstient? C'était à l'unanimité. Nous allons passer du coup à la dernière délibération qui concerne la protection sociale complémentaire prévoyance, adhésion à la convention de participation proposée par le CDG 38. On a de plus en plus, on essaye de plus en plus de mettre à niveau le public avec le privé. Mais on ne sait pas pourquoi, ça se fait sur ce mandat-là. Typiquement, on a vu des hausses d'indices de reprise, alors qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'indice, c'est pas qu'il ne faut pas, juste pas qu'il ne faut pas, il n'y a pas eu d'augmentation d'indice depuis 2010. On a eu la règle sur les primes de précarité qu'il faut verser, alors qu'avant, en public, on n'en versait pas. Donc, on a des prévoyances maintenant, des mutuelles, alors on n'est pas encore sur les mutuelles, mais sur les prévoyances, on a des choses comme ça, et puis voilà, petit à petit, ça va venir. Et donc là, typiquement, on est là-dessus. Donc, on doit délibérer là-dessus. C'est minimum 7 € brut mensuels par mois et par agent. Sachant que les agents ne sont pas obligés d'y adhérer parce que ça a un coût. On a recensé les agents, il n'y en a pas beaucoup qui adhèrent. Et le peu de personnes qui adhèrent, c'est des personnes qui ont plutôt tendance à être absents, légitimement ou pas, peu importe. Bref. Le CDG 38, lui, nous fait une préconisation à hauteur de 26 €. Franchement, moi j'y vais dans l'inconnu. Donc, j'en ai parlé autour des maires. On pourra par le temps augmenter ou autre. Mais la plupart, on commence à 7 €. Donc, moi je vais proposer le minimum, sachant que c'est toujours peu rien. Et en fonction de comment il est utilisé par la suite, on pourra voir. Honnêtement, je préfère. Alors, sur ce mandat, ça ne sera pas possible, mais peut-être sur un prochain mandat, peu importe qui sera là, qu'on mette en place des tickets restaurants qui nous sont demandés depuis un certain temps, plutôt qu'une prévoyance qui, de toute façon, est utilisée qui n'est pas utilisée par la majorité des personnes. Voilà. Donc, j'ai l'impression quand même que ce sera, c'est peut-être un peu gros, mais un avantage en nature, et ça serait une sorte d'inégalité entre les personnes qui auront, alors c'est pas grand-chose, 7 €, je suis d'accord, mais qui auront choisi et d'autres pas. Donc voilà un peu mon analyse. Vous avez vu alors les maintiens, toutes les options et tout ça, donc c'est pour ça que ça reste des options, donc c'est pas obligé d'y aller. Mais on est aussi pareil, on est obligé de délibérer. Donc, est-ce que déjà, avant de parler de sur quoi il faut délibérer, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc la délibération, elle concerne le fait d'adhérer à cette convention, le fait d'accorder sa participation financière, le fait de la monter à hauteur de 7 € par mois et par agent qui auront choisi d'opter, et de me permettre de signer les documents afférents à cela. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, accepté à l'unanimité. Donc, comme je vous l'ai dit, l'analyse des besoins sociaux, on aurait pu le présenter. C'est pour ça que le Conseil des comptes pour présenter ça. Malheureusement,
c'est comme ça. Je préfère que ce soit Mme Deschanose qui a vraiment travaillé dessus. Je pense que vous aurez beaucoup de questions à ce sujet. Donc, vous avez déjà les documents, vous les remettrez à vos prochains conseils, ça vous donnera peut-être le temps pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout consulter, de revoir, de relire certains points. Et puis, on va passer au tour de table. Comme j'ai parlé depuis le début, je vais donner la parole à ma gauche. Je crois que pour M. Romanoto, c'est moi qui vais parler à sa place, et puis après on fera le tour. Bonsoir. Donc un petit point urbanisme. Donc on continue notre révision du PLU. Donc on a eu une réunion de travail sur les plans de zonage pour définir les principaux secteurs de notre commune. Donc certains secteurs seront encore à définir avec les acteurs concernés, comme tout ce qui peut être autour de l'archéologie. Par exemple, ça va faire une extension du cimetière et du parking. Tout ce qui est EPC ou est à préserver ou remarquable font aussi l'objet d'un règlement peut-être un peu plus clair que ce qu'on a pour l'instant, parce que dès qu'il y a un abattage, après, on se pose des questions, si c'est nous qui sommes responsables, si c'est la préfecture. Donc ce sera des choses à éclaircir. Voilà. Donc on avance petit à petit sur cette révision de PLU. Juste une question, le zonage que j'ai vu dans les documents passés intègre bien les zones à risque, donc notamment les zones inondables, proximité du Rhône. Oui, toujours. Oui, tout à fait. On ne change pas grand-chose par rapport à ça. Ouais, par exemple, je suis assez surpris parce que j'ai identifié quelques parcelles qui sont sur le bas de parcelles concernées par le risque d'inondation, le risque fort, et qui sont reclassées constructibles. Et ça peut... Où ça? Sur le port, oui. Au port? Oui. Quel niveau? Sur le fond du port, sur la rue. Il repasse constructible au port? Le bas de parcelle, pas une parcelle complète, une parcelle déjà construite, enfin plusieurs parcelles déjà construites. Ouais. Et la zone de constructibilité est étendue à la limite de la parcelle, alors que le bas de la parcelle est concerné par un risque fort d'inondation. Alors ça peut être sujet à de mauvaises interprétations de la part de propriétaires un jour. Et la deuxième remarque, toujours dans le même secteur, c'est qu'il y a deux parcelles non construites actuellement, qui sont bord du Rhône, au niveau du port, qui étaient constructibles et qui vont passer non constructibles, alors qu'elles, pour le coup, sont concernées par un risque faible qui autorise la construction sous réserve des dispositions particulières. Alors, deux parcelles de mémoire. Sur le premier point. Après, c'est à l'entrée du Je sais pas, ouais, enfin, le qui change pas, le premier point sur la rue qui longe la rue. Ouais, les quatre premières maisons du bas, après, il y aura une moyette à droite. Toute cette parcelle-là reste toujours en zone naturelle, de toute façon. Enfin, tout ce qui est tout au départ du chemin du port. Après, il y a une parcelle au départ de. Là, j'arrive pas à voir. Lui, par contre, il va passer en. Alors, les deux parcelles, justement, celle-ci, celle de l'autre côté. Donc, la parcelle qui est en gazon, bordée d'arbres, et celle qui est à droite, un peu plus arborée, ces deux parcelles-là, si je l'ai bien noté, elles sont passées en non constructibles alors qu'elles l'étaient. Et elles sont concernées. Ouais, celles-là vont sortir de l'enveloppe urbaine. Ok, alors qu'elles étaient concernées uniquement par un risque faible. Et par contre, donc là, si on va sur l'ouest, là, il y a 4 parcelles déjà construites. Et en fait, voilà, c'est celle-ci. Le bas de ces parcelles est concerné par un risque d'inondation fort. Et là, la limite de constructibilité, elle a été allongée jusqu'à la route. Alors, je pense que peut-être que sur le schéma, mais on n'a pas du tout modifié, on n'a pas rajouté au port, on a réduit. Donc, c'est peut-être une mauvaise frontière ou un mauvais dessin, mais non, normalement, on reste sur ce qui existe là-dessus. Ça change pas. On met pas de constructivité en plus sur le port. C'est des zones naturelles en plus. On vérifiera, mais. Sur le port, on rajoute rien. Non, mais ce secteur-là, on l'a vu le studio. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est pareil pour un peu plus haut. Non, sur le port, on n'a rien rajouté. Ah non, on a en effet enlevé la parcelle concernée. Et. C'est juste qu'en faisant ça, quelqu'un pourrait interpréter en regardant le règlement graphique, le faire une extension de construction. Et si par malheur cette construction a été acceptée et que demain il se retrouve les pieds dans l'eau, voire carrément sous l'eau,
celui qui aura délivré le permis serait pénalement responsable. De toute façon, on vous enverra, vous enverra le plan, mais le port, on n'a rien rajouté. On a une parcelle en effet, on n'a rien rajouté. Quel est le motif de rebasculer les deux parcelles En naturel, On a suivi la préconisation du SCOT. On s'est dit, c'est à côté du Rhône. On est souvent inondé, parce que en fait, on est souvent inondé juste avant là. Voilà. Donc, c'est de toute façon, un risque faible, le risque il est à zéro. voilà. Donc non, c'est une préconisation du SCOT, on va dans ce sens-là, et ça nous permet après de voter en droit de la commune. Il y a aussi une volonté des propriétaires de ne pas construire Oui. aussi pendant toutes ces années. La preuve, c'est pas C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ça va dans le sens quand même. Mais on vérifiera de l'autre côté, mais là, on n'a rien rajouté du tout. D'autres questions, et puis on vous donnera dès que ça sera fait par le prestataire tous les documents. Je parle à ta tasse. Bon allez, monsieur Orlando, un peu beaucoup malade. Donc il vous fait le point sur les différentes manifestations qui vont avoir lieu. Donc les 21 et 22 septembre, on a les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine au site archéologique du Vernet. Le dimanche 22 septembre, on a les 10 ans de l'association Les Grandes Oreilles. Le 21 septembre, on aura le conseil de quartier de Baran. Et le 19 septembre, calendrier des fêtes, rassemblement de l'ensemble des associations pour les points événements à venir, constitution du calendrier des fêtes. Le 27 septembre, on aura l'AG du sous des écoles à la salle de réception. Le 28 septembre, conseil de quartier des Épinettes, du Port et du Girondin. Et voilà. On y retourne la semaine prochaine? Ils l'ont fait cette semaine? Ah ben, c'est peut-être. Alors il y a peut-être aussi journée du patrimoine. Bon bah alors, rebelote peut-être. Les journées européennes du patrimoine, comme j'ai fait ce week-end, je sais plus quel prochain. Journée européenne du patrimoine au Moulin du Payard, puisqu'il la journée du goût dimanche dernier. Voilà pour les manifestations concernant nos associations. À noter, parce qu'on était présent avec Nicolas Romanotto à l'AG du CA, qui est la plus grosse association de la commune et donc qui change de présidence. Donc bienvenue au nouveau président et puis voilà, on continuera à travailler en étroite collaboration avec une association qui fait vivre notre commune. Sophie, c'est à vous. Juste une chose, j'en ai déjà parlé, c'est les liens de téléchargement des documents du conseil municipal. Le lien soit valable jusqu'au jour du conseil. Parce que j'ai essayé de télécharger la vue de la fin, ça ne fonctionnait pas. C'était stérile. Ouais, ok. Ouais, on regarde. Il y a un autre truc, gros fichier. On va regarder. Ok. Normalement, c'est 7 jours le transfert. Donc si on envoie le mercredi, lundi, c'est étonnant. Parce que c'est fou ça. Normalement, c'est 7 jours. Bon, ok. On va vérifier ça. Juste une info, vous avez peut-être été informé, on va dire que ça concerne l'environnement. La semaine qui a précédé le 15 août, un habitant de la commune, Tony est au courant, s'est arrogé le droit de réaliser des travaux sur le lit de la rivière le Girondin, entre grosso modo le pont et le début du canal. Donc juste devant les dentistes, pour situer ça, cabinet dentaire. Donc cette personne s'est amusée à creuser le lit de la rivière sur à peu près la largeur du canal et endiguer
une partie de la rivière, depuis la pile du pont jusqu'au début du canal. Il a fait ça tout seul, son propre chef. Ces travaux-là, ils ont été nettoyés le jour du 15 août par un autre habitant de la commune, je ne vais pas citer de nom ici. Donc le garde municipal est au courant de ces faits et la gendarmerie a été informée également. Et juste pour information, la rivière Le Girondin est protégée au titre de la protection des frayeurs par un arrêté préfectoral. Tous travaux non autorisés sur le lit de cette rivière, la personne encourt une peine allant jusqu'à 20 000 €. Donc voilà, dans le cadre de l'environnement, parce qu'on en fait, on a tous ici à cœur de protéger l'environnement de la commune, et notamment l'environnement lié au cours d'eau. Il serait bon que les habitants soient sensibles à ça. Moi, à titre personnel, je ramasse des tas d'ordures en permanence au niveau de cette rivière. Ça va de la canette de bière jusqu'au chaton crevé. Voilà. Très régulièrement, et je passe toutes les ordures qu'il peut y avoir entre ces deux extrêmes. Mais si en plus, n'importe qui de la commune s'arrange le droit de prendre sa pelle et se mettre à crever le lit de la rivière, je pense que là, on va plus s'en sortir. Mais dans quel but? C'était quoi l'objectif en fait? L'objectif, je ne peux que supposer, c'était de canaliser une partie du flux de l'eau en direction du canal, parce que le canal est complètement ensablé, complètement envasé, donc il y a un problème à ce niveau-là. Et pour maintenir le niveau, je suppose, au niveau de l'étang du moulin, il y a une personne qui a trouvé intelligent d'endiguer un peu plus la rivière. Est-ce que c'est le propriétaire, parce que il y a l'histoire du propriétaire, c'est qu'il doit entretenir comme le lit de la rivière, il pensait faire une opération d'entretien ou c'est quelqu'un d'autre? C'est pour ça que. Non, mais je vous demanderai à Tony. C'est pas le propriétaire. C'était quand en août? C'était la semaine qui précédait. Ouais, quand c'est revenu, après il a remis en état, c'est ça? Forcément, il y avait un dépôt de plainte en gendarmerie. Ah oui, d'accord. Bon, c'est sûr. Parce que personne n'a amené une pelle et tout le pataquès. Tout seul, elle a fait ça avec une pelle? Ça s'appelle le courage, une paire de bottes et en avant. Ah bon. Moi, je parle pas d'une pelle, d'une mini-pelle, je parle bien d'une pelle. Et genre, il a fait un gros trou ou quelque chose de conséquent, parce qu'il est dans un trou d'eau. Ah, ben je veux bien. Ouais. C'est une petite digue de 50 cm de haut pour canaliser le flot de la rivière. Et puis, cette digue, elle a été faite avec la vase, le sable, le fond de la rivière, à peu près. D'accord. Bon. Accessoirement, il s'était autorisé à prendre des pierres sur mon terrain pour juste la vanne. C'est là que ça s'est mal passé. Et vous n'êtes pas de grillage? Non, il est enfâché où? Il n'y a pas besoin de grillage, il y a un panneau propriété privée. Non, mais. Il y a également une violation de propriété. Il n'est pas passé par-dessous. Ouais, non, mais c'est juste pour savoir si en plus c'est. Non, mais parce que je vois pas trop. Je vois où c'est. Et il a eu de la chance ce jour-là, c'est mon père qui l'a constaté, pas moi. J'aurais pu être plus sans moi. Bon. Ok, c'est pris en compte. Ok. Ce voilà. La musique peut-être sur le bulletin. Alors, petit point. Je suis pas bien loin. Ouais, c'est très bien. Concernant le bulletin, j'insiste aussi auprès de tout le monde pour bien m'apporter les documents à temps. Parce qu'après, une fois que j'ai tous ces documents, il faut faire de la relecture, il faut faire de la mise en page. Donc le graphiste essaye de voir en fonction de la quantité de texte qu'il y a pour mettre en page au mieux. Et donc quand j'ai un article qui arrive ou des photos qui arrivent après, c'est très compliqué de tout rechanger. Donc j'insiste bien là-dessus. Voilà, donc de toute façon je referai un point, je redemanderai un listing de toutes les associations pour que tout le monde ait bien l'information. Et voilà, donc s'il y a une relance au maximum, ça sera tout. Après, je n'accepterai plus de retard. Voilà, pour le bon déroulement du bulletin. Voilà. Et puis aussi, si éventuellement il y a de nouveau pareil, comme on a un article sur les jalures romains, s'il y a des personnes qui pensent à certains articles, n'hésitez pas à me le faire savoir. Par le biais de la mairie, contact mairie, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse en tenir compte. Merci. On aura notamment une page sur les agents qui nous ont quitté cette année.
petit point sur les travaux de la commune. Donc cet été, on a eu pas mal de choses qui ont été effectuées. On a notamment, alors après ça fait partie aussi des différentes décisions qu'on a vues en début de conseil, mais on a notamment le réaménagement du carrefour de la route des Lyonnais et de la route de l'église. En gros, on a mis un stop pour les usagers qui arrivent de l'église et on a créé au niveau du carrefour un niveau central qui permet de partager les voies de circulation pour éviter d'avoir des accidents de voitures en frontale. On a, au niveau de l'école primaire, on a repris toutes les canalisations d'eau usée. On avait des plaintes depuis un certain nombre d'années, comme quoi on avait des odeurs au niveau de tout ce qui était sanitaire. Donc tout ça, ça a été repris, c'est tout neuf. Donc maintenant, ça doit être réglé. Au niveau du parking du Girondin, on a repris le prix perdu et l'enrobé du parking. Et tout ça pour qu'on puisse évacuer les eaux pluviales de façon correcte. On a également réaménagé les terrains de tennis. On a fait des marquages, alors ça c'est plus de la signalétique. Au niveau du point de collecte de Chevramont, on avait beaucoup d'usagers qui s'arrêtaient sur la voirie pour vider les différents tris. Et du coup, on a fait du marquage devant pour interdire ce type de process. On a créé également un chemin piéton sécurisé devant la maison pour tous. En fait, devant la maison pour tous, il y avait un parking et avant, les écoliers passaient derrière les voitures garées pour pouvoir aller au niveau du parking. Donc du coup, on a changé tout ça et on a créé le chemin devant les voitures garées, ce qui veut dire on sécurise le passage des enfants. Et en même temps, on a repris les marquages de la rue du Stade. Au niveau de l'école maternelle, on a posé des stores occultants pour que les enfants puissent pas être embêtés par... Voilà, c'est ça. Au niveau on a vu aussi dans les décisions, on a remis aux normes une partie des panneaux de signalétique, de circulation sur les voies communales. Ce qu'il nous reste à faire, parce qu'il y a des choses qui sont en retard, on a notamment l'installation d'alarmes PPMS qui doit être effectuée avant les vacances de la Toussaint aux écoles. Donc PPMS, ça veut dire plan particulier mise en sécurité. C'est ce qui permet en gros de pouvoir sécuriser l'école pour tout ce qui est événement qui pourrait être par exemple des risques technologiques, nucléaires ou autres, ou attentats ou intrusions. Et ça permet à tous les élèves et toutes les classes de se mettre en sécurité. Donc ça sera fait avant les vacances de la Toussaint. On a la création du sentier piéton. Donc c'est pareil, on a vu dans les décisions qu'on avait la signalétique. Et bien, du coup, le sentier piéton du château de Jallenas, il a été fait ce jour et il sera terminé demain. Les aides d'école primaire vont être faites début d'automne. Pareil, ça faisait partie des décisions. Au niveau des ponts de la commune, c'est pareil, on a eu un audit au niveau des ponts de la commune. Donc aujourd'hui, on sait que le pont de l'église, on a un problème de sécurité qui est grave. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a réduit sur une seule voie pour limiter le poids qui pourrait passer dessus. Donc ça, c'est une demande qui a été faite par les instances qui ont vérifié le pont. Ça veut dire que cet été, on a eu quelques petits malins qui s'amusaient à enlever les différents clous qui permettaient de réduire la voirie. Donc là, on a, je pense, réglé le problème, mais c'était dans un but sécuritaire. Si on réduisait cette voirie, c'était justement pour éviter quoi que ce soit pendant le temps d'étude. Il faut savoir que le pont est sous surveillance. Il devrait y avoir d'ailleurs, il y a eu la pause de petits marqueurs qui a été fait en début d'été, au mois de juillet. Le premier relevé devrait se faire d'ici la fin septembre. C'est-à-dire que déjà on aura une première tendance et en fait on a un suivi qui va se faire sur un peu de temps. Donc ça c'était le pont de l'église. Après on a 4 autres ponts. Des règles pour vérifier que les écartements et les fissures qu'on a. Voilà. On a 4 autres ponts, on a le pont de Baran. S'il vous plaît, dans ce cadre-là, il n'y a pas un arrêté du maire qui interdit de stationner sur les trottoirs sur la rue de l'église?
Il est affiché où? Sur la rue de l'église. Affiché en mairie. Mais sur la rue de l'église, les gens ne le savent pas. Il n'est pas affiché. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont toujours garés. Il n'y a pas besoin d'arrêter pour que ce soit légal, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, même si on les met, les mecs, je veux dire, il n'y a pas de problème. On peut le mettre, l'enlever, le mettre en dessous. Mais il y en a eu un qui a été fait. Vous l'avez pris pour 2 ans, donc la moindre des choses, c'est d'afficher, parce que les gens ne le savent pas. Ah bah on a communiqué pourtant. Oui, mais vous verrez qu'il y en a Ah, mais qui demain, sont on garés. l'afficher ou l'enlever. Oui, non, mais je suis d'accord, mais il y en a toujours qui sont garés. On a un autre pont, un deuxième pont, c'est donc le pont de Baran sur la Gérine. Donc lui, le résultat, c'est il est en Jaune. jaune. Jaune, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut majeur aujourd'hui et que d'ici 5 à 10 ans, il va falloir faire des entretiens un petit peu plus poussés. On a ensuite celui du pont proche du camping sur le Girondan. C'est le petit pont qui longe le camping. Celui-ci, il est en Jaune. jaune aussi. Donc, même peine. Le pont du Payard sur Girondan, celui-ci, il est en vert. On n'a rien à faire, il est parti. Heureusement. On vient d'y mettre tranquillement. Et le enfin, dernier. il reste le pont de Villemarieux sur la Gérine. Et celui-ci, il est en jaune. Jaune. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a 3 ponts sur lesquels il faudra intervenir dans les 5 à 10 ans à venir, en tout cas en termes d'entretien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, bon, après c'est des questions d'entretien. Cette année, on a remis à plat tout ce qui est protection incendie, tous les bâtiments communaux. En protection incendie, c'est notamment le secours, les trappes de désenfumage, les déclencheurs manuels, extincteurs, etc. Et également tout ce qui est PEI, c'est-à-dire les bouches à incendie sur la commune. Donc ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été à jour de tous ces contrôles. Ça a été fait cette année. Et après, qu'est-ce qu'on a? En informatique, on a fait un inventaire de toutes les prises RJ45, c'est l'informatique au niveau de la mairie, voir des autres bâtiments, mais c'est un peu la jungle, donc on est en train de remettre tout d'aplomb. Ensuite, tout ce qui est PAC, on est en train de remettre ça d'aplomb aussi. Et enfin, il reste des fuites aux écoles sur les toitures. On a des prestations d'étanchéité qui vont se faire d'ici la semaine 37. Voilà en termes de travaux. C'est quoi la semaine 37? Dans pas longtemps. Octobre. Attention, teasing. Bonjour à tous. Un sujet important sur le bac de tri. Vous avez dû avoir une communication pour la plupart d'entre vous dans les boîtes aux lettres concernant le déploiement des bacs. Donc, le déploiement des bacs arrive enfin sur Saint-Romain avec une distribution des containers à partir de la semaine prochaine, du 24 au 26 septembre en Salle-Carreau. Chaque Géliot-Romain devra récupérer son bac sur présentation d'un justificatif du domicile. Les personnes ne pouvant pas venir peuvent tout simplement donner un duplicata justificatif de domicile, il n'y a pas besoin de pièce d'identité supplémentaire, le bac leur sera remis. En termes de transport, parce que ça peut poser des questions, mettre un bac, visiblement une petite voiture, en couchant simplement une partie de la banquette, ça tient dans la voiture. On a communiqué avec Kian sur l'ensemble des foyers fiscaux et puis les entreprises sur la commune. Donc les volumes des bacs, ce sera 180, 240 litres ou 120 litres pour les personnes qui sont seules ou juste 3 personnes maximum. Au niveau du déploiement, comment ça va se passer? Donc, vous avez normalement reçu ce flyer, vous va être distribué dans les boîtes aux lettres. Bien respecter les créneaux de 9h à 18h pour venir récupérer vos bacs. On communique sur les réseaux, la diffusion est en cours dans les boîtes aux lettres. Tous les quartiers ne sont pas encore distribués. Pour les personnes qui ne pourraient pas venir récupérer jusqu'à jeudi 26 septembre, il y a possibilité de récupérer sur l'Erieux. Parce que l'Erieux est une commune qui distribue la semaine suivante, donc sur les 1er, 2 et 3 octobre, avec les communes de Verna. Donc c'est à la salle des fêtes de l'Erieux et vous pouvez aussi aller récupérer votre bac là-bas. Donc
il n'y aura pas de distribution avant et après. Et pour les personnes qui ne seront pas venues après le 3 octobre à Verlieu, ce ne sera pas ça. Ça, ce sera la punition. Voilà. Première collecte qui aura lieu. Donc, il y a un deuxième document qui vous sera communiqué lors de la récupération de votre bac avec les jours de collecte. Donc la première collecte de bac jaune aura lieu le 16 octobre, dans un mois. Ce sera bien clairement une semaine sur deux, donc toutes les 2 semaines vous aurez une collecte avec les ordures ménagères. Et là ce qui est bien c'est qu'on a déjà l'anticipation avec les jours fériés. Et au moins la communication sera remise en version papier à tout le monde. Donc voilà là-dessus. La taille des bacs, qui est-ce qui l'a choisi? C'est le cyclone par rapport au nombre de personnes. Voilà, les gens viennent pas en disant je veux tel bac. Non, malheureusement. C'est vrai que c'est par rapport au nombre de personnes qu'on a déclaré sur le produit. Et vous avez pris quoi en compte comme volume pour les entreprises? C'est 240 litres de mémoire, c'est eux qui décident pour les entreprises, donc c'est la chose la plus. Et pour les assistantes maternelles, même punition, c'est au nombre de notre foyer. Ok. Tu les couches, les rendras aux parents. Ouais, je donnerai aux parents, ils partiront avec leur petit sac. Voilà. Après, autre sujet important, pendant un mois qui va suivre le déploiement des bacs, tous les points d'apport volontaires vont rester. Normalement, ils doivent tous être supprimés. On a réussi, avec le cyclone, à maintenir pour l'instant 3 points sur la commune, qui seront donc sur la zone arrière de la mairie, le point d'apport enterré en face du centre commercial, et le troisième qui serait resté, c'est la déchetterie. Donc pour l'instant, on maintient ceux-là. Ils vont rester pendant 6 mois, et si on voit que vraiment l'usage est maintenu et nécessaire, on les maintiendra. Après, c'est eux qui adapteront à la baisse les fréquences de collecte, et au moins ça nous permet quand même, quand il y a des événements ou autres, d'avoir ces collectes. On a certainement un 4e qui arrivera, peut-être sur le local des associations vers le terrain pétain, comme c'est là aujourd'hui. C'est là où ça va déranger entre guillemets moins. Tous les containers à verre restent aux mêmes endroits. Aujourd'hui, ça ne bouge pas. Et la nouveauté également, on a obtenu l'arrivée de 4 points d'apport volontaires pour les cartons. Les cartons de livraison qui posent problème aussi. Parce que il faut aller en déchetterie, on ne sait pas où les mettre, on ne peut pas les mettre dans les recyclables. Donc là, il y en a 4 qui y arrivent. Ça se fera après le retrait normalement des tables, donc on va dire mi-novembre. Les lieux qu'on a retenus, donc il y aura la mairie, face au centre commercial, donc il y a un pave enterré qui va être transformé de recyclable en carton, parents et local des associations, vers les terrains de boule. Donc là aussi, on verra en fonction des volumes, mais pour l'instant, c'est les 4 qu'on a réussi à obtenir, c'est les ratios qu'ils ont par rapport au nombre d'habitants. Ken va vous présenter aussi. Si tu peux grossir un peu, Ken, parce que là, il faut avoir des yeux de. C'est juste à titre informatif, mais c'est le volume des tonnages collectés, donc en tonnes, bien sûr, pour les années 2022 et 2023. Vous voyez la représentation graphique en jeu, donc c'est tout ce qui est recyclable. 2022-2023, on avait encore journaux, magazines, des plastiques qui étaient séparés, donc là c'est tout confondu. Donc il y a quand même une bonne évolution en 2023. On n'a pas les chiffres 2024, mais ça a beaucoup augmenté compte tenu qu'on a accepté d'autres déchets. Sur la partie vert, on est à peu près stagnant, 119 tonnes pour 115. On va regarder aussi le détail en dessous par point d'apport avec fais-moi juste voir la légende s'il te plaît. Là on voit sans surprise de la partie centre commercial, Baran, Chevramont, mairie, qui reste les 3 les plus importants. On a fait le choix de ne pas mettre Chevramont pour la partie collecte carton parce que c'est bien d'avoir des points d'apport, mais il y a aussi des gens qui s'en plaignent. C'est compliqué parce que ça fait du passage. On a essayé de plus centraliser ces points d'apport. Et après, les autres, là, c'est un peu plus anecdotique. Et c'est aussi pour ça, Françoise, Fabienne, pardon, pas Françoise. Non. On en parlait en début de réunion, mais c'est aussi pour ça qu'il y a certains points qui sont parfois un peu moins collectés, mais c'est expliqué. Donc voilà, donc en 2024, nouvel élan, en espérant que ça va permettre les collectes tous les 15 jours de répondre aux attentes des jaloux romains. Questions par rapport à ça?
Merci. Juste une chose, il nous avait été posé aussi la question pour certains lotissements d'avoir des bacs collectifs. On ne s'est pas tourné vers tous les lotissements, mais notamment sur le centre commercial du Girondin, parce que c'est toujours une problématique de place de pouvoir stocker aussi deux containers. Donc on a fait passer un questionnaire individuel à chacun, on a eu peu de retours, mais globalement tout le monde a répondu pour les répondants. Il est resté sur un bac individuel, se posant toujours la question derrière qui nettoie le bac. Les voisins entre eux ne veulent pas nettoyer les bacs des autres, ce qui peut aussi s'entendre. Voilà. Dernier sujet pour rester sur la partie déchets, on fait notre traditionnel nettoyage d'automne le samedi 5 octobre. Pour ceux et celles qui veulent participer en famille et autres, vous êtes les bienvenus dès 9h derrière la mairie. Merci. Alors, pour l'école, alors la rentrée des classes s'est bien passée, on est très content de revenir. Tu les as vraiment tous interrogés? J'ai surtout interrogé les parents. Les faillots. Et là, alors on l'a mis en lien avec le cyclone et Roger, l'antenne-mairie. Nous avons mis en place des composes dans la cour de l'école maternelle pour sensibiliser les enfants. Donc là, tous les jours, à la fin du deuxième service, les référents de cantine, accompagnés d'un adulte, vont apporter des déchets au compost. Alors, Roger est venu expliquer au niveau de la cantine, il a fait son petit il a discuté. Il a expliqué comment ça se passait et ça va super bien. Les enfants sont super contents de le faire. Ça veut dire qu'il était formé. Oui, c'est ça. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Mais il a eu une formation et là, il a formé un petit peu les enfants et ça se passe super bien. Donc, oui, il les a bien sensibilisés. Et en fait, j'accompagne aussi de temps en temps et c'est vrai qu'on voit qu'ils adorent ça. Voilà pour ça. Et puis pour le CME, de toute façon, c'est en cours, puisqu'il n'y a pas eu encore d'élection. Et puis les délégués. Attends, les délégués, Voilà. Et puis voilà. Je rajouterais quand même qu'on est en cours d'inscription pour les chantiers éducatifs et qu'il reste des places. Donc j'invite les jeunes de 12 à 17 ans pour s'inscrire auprès de Sarah, puisque c'est toujours très intéressant et à la fin il y a toujours une belle surprise. Alors, je vais revenir en 2-3 mots donc pour rappeler, j'avais rencontré le nouveau major il n'y a pas longtemps, donc malgré toutes les craintes qu'on pouvait avoir avec le fait que les JO, pas beaucoup de gens sur place, surtout sur Paris, voilà, on a vraiment eu un été assez calme. Donc on est content. Toujours des choses qui se passent dans les communes, mais par rapport aux années, on est un peu content. Alors est-ce que c'est juste un hasard ou est-ce que c'est justement le fait qu'il y a maintenant des astreintes de nuit avec notre policier? En tout cas, voilà, je veux vraiment vous le souligner. Il faut dire quand même que la garderie communale fonctionne de manière effective depuis la rentrée. Ça se passe plutôt bien. On n'a pas de... Ça se passe bien. Voilà. On a fait le retour médiatique, les gens étaient contents, les parents d'offrir ce service pour leurs enfants. Je voulais aussi vous parler, vous avez pu voir dans l'actualité, ça fait du Dauphiné, l'arrivée du tram en 2030, donc ce fameux serpent de mer qui commence à arriver progressivement. Ça commence d'autant plus à arriver que sur notre commune, depuis le mois d'août, on a les personnes qui sont dans ou sur les côtés de la ligne ont déjà été démarchées pour des compensations financières, des expropriations. Donc ça voit le jour. Juste une chose, pour l'instant, Oui. c'est une étude de faisabilité. Oui, Donc ce n'est pas forcément un tram. on est d'accord. Mais Il faut bien le retenir, parce que c'est une question épineuse et l'époque. oui, Financièrement, ça coûte plus cher qu'un DHMS. non mais du coup, on est bien sur un tram. Il n'y a pas de bus. Les bus. Non, le bus à haut niveau de service a été alors. Au niveau de service. Oui, en fait, on a fait différentes réunions. Alors oui, c'est pas parlé dans la presse, mais ça a été tout de suite. C'est le tram ou rien en fait. Tram, il n'y aura pas de bus à haut niveau de service, ça a été exclu. Mais c'est évoqué dans le tram. Oui. Non, mais il faut Oui. préciser.
Les études de faisabilité, ça prend en compte. Le journal dit beaucoup de choses aussi. Mon cité, des choses que j'ai pas dites non plus. Mais voilà. Mais en tout cas, sachez juste qu'entre élus, c'est soit le tram-train, soit en tout cas, c'est voilà. Et donc ça se concrétise par voilà, des visites chez notamment des personnes de Saint-Romain qui sont concernées par cette ligne, qui appartient au département, mais dont la compétence mobilité est à la région. Mais le fuseau du CFEL, il n'est pas assez large pour accueillir un train. C'est pour ça qu'il y a l'acquisition foncière. Tout à fait. Puis il y en a même un peu. Mais il était assez large pour un BHMS. Oui. Et, bon, en tout cas, d'ici 2030, il y a beaucoup de choses. Et puis malheureusement, d'ici 2030, il n'y aura pas de barrage. Voilà. Transition aussi. Voilà. Donc, comme vous le savez, le projet Renergia est tombé à l'eau. Et pour l'instant. Est tombé à l'eau. Le projet Renergia, comme il a indiqué, est tombé à l'eau. Maintenant, sur le projet identifié, maintenant, il y a d'autres projets et d'autres enjeux. Donc déjà, je m'en félicite en tout cas sur ce projet-là, parce que c'est pas une mince affaire non plus. Et puis ça me fait doucement rigoler, toutes les personnes sont venues voir, mais je le savais, ou les personnes qui m'ont dit tu vas perdre aujourd'hui, je le savais. Et pour tu vas perdre, c'est pas tu vas perdre, c'est déjà l'heureux en général, et notamment les personnes qui sont amoureuses de la nature et de notre rive gauche qui, je le rappelle, devait disparaître. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a deux autres enjeux. Il faut être très vigilant. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres cet été. Il y a l'enjeu du pont. On va être ce fameux pont. Alors, moi, j'ai une idée. Pour remplir 3 objectifs, contourner Loyette et bien évidemment contourner Saint-Romain. Sinon, c'est pas plus. Et puis avoir un accès plus direct à la future centrale et à la plaine du Pipard, j'ai envie de dire, à la zone d'activité de Guerre-sur-Andy, qui n'est pas encore juste un truc. Demain, elle sera aménagée. Donc il y a pas mal de pourparlers, ça se bat un peu, ça échange entre les deux départements. Mais c'est un enjeu très important pour notre territoire, pour notre commune et les communes environnantes. Et puis il y a l'arrivée des EPR2 avec. Depuis quelques jours, j'entends parler du projet Renergia qui serait modifié, qui ressemblerait et qui serait différent, mais qui aiderait les EPR2, donc les EPR qui arrivent sur Loyette, pour modifier le cours du Rhône et tout ce qui s'ensuit. Alors, moi j'ai mangé avec la directrice de la centrale du budget, pas plus tard qu'il y a un mois, on a discuté de ça. Pour l'instant, on n'est pas du tout là. Pour l'instant, on en est à savoir, d'ailleurs, début 2025, on va avoir un débat, une CNDP aussi, comme on a pu connaître, la Commission nationale de débat public, comme on a pu connaître pour Renergia concernant les EPR2. On ne sait pas déjà s'il y aura 2 tours aéroréfrigérantes, 4, plein d'autres choses, mais toujours est-il qu'on ne sera pas, bien évidemment qu'il y aura une incidence sur le cours du Rhône. Est-ce que déjà ça du côté de Saint-Romain? Est-ce que ça sera plus en amont? Est-ce qu'on va contourner, est-ce qu'on va modifier du Rhône? C'est pas ce qui est prévu, mais encore une fois, on est au début. Donc, on sera vigilant, c'est clair. Et j'ai envie de vous dire, quand la CNR m'a informé que le projet, et je les en remercie parce que bien évidemment, même si j'ai eu l'information officielle, qu'est-ce que c'est au mois d'août, un truc comme ça, la CNR m'avait prévenu bien un mois à l'avance, en direct, et elle m'a dit, mais attention, monsieur le maire, je vais être attentif à ce qui va venir, parce qu'en gros, vous êtes battu contre machin, et maintenant on va voir ce que va, avec les EPR, ce que ça va devenir. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on va aussi regarder ce qui va se passer. Après, on n'est pas sur les mêmes enjeux, mais on sera vigilant, et la chance qu'on a, c'est qu'on est aussi à la table des négociations. Un autre problème sur Manato. Que ce soit au niveau environnemental et que ce soit au niveau des retombées fiscales. Je vais vous donner un chiffre. Dans ce fameux dîner, c'est bien parce qu'on mange, les langues qui se dévissent, c'est un autre rapport. J'ai demandé à la directrice de la centrale, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, combien de budget reversait au territoire en fiscalité. Budget reverse chaque année 77 millions d'euros de fiscalité par an. Sur ces 77 millions d'euros, Saint-Romain récupère 0. Guerre-sur-Andy, qui est la commune qui est
plus impactés au visuel et autres que vous voulez récupèrent 146 000 € par an. Et, je ne vais pas le dire ici, Saint-Gobain récupère un certain nombre, on parle de millions. Peu importe, je ne parle pas de tout. Ça veut dire quoi? Oui. Il faut savoir une chose, c'est que la mise en place de Malville, la commune de Saint-Romain touchait de la centrale de Bougie. Ça a été supprimé parce que la centrale de Saint-Malville devait rentrer en service. Et après, c'est ce qui s'est passé par les 2020, ça a été arrêté, mais le retour en arrière n'a jamais été fait. D'ailleurs, Crémalville, qui est en démantèlement unique au monde, c'est un peu. 30 000 €. Hein, ouais, ça fait bien, ça fait bon pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut juste se dire par contre que Crémalville est en transforme en parc photovoltaïque, je vais passer les détails, mais il y a une technologie unique au monde. Alors, je ne connais pas grand-chose, mais en gros, je ne sais plus comment ça se passe, mais il y a quelque chose qui se passe sur notre territoire, les balcons définés, à Crémalville, concernant le démantèlement de Crémalville qui prend un certain nombre de temps, qui va prendre un certain nombre d'années, qui est un fiasco financier, etc. Donc pour revenir aux EPR2, l'objectif c'est bien évidemment qu'on sache où va passer le pont, bien évidemment d'avoir le moins d'impact environnemental, on n'est pas sur les mêmes enjeux que Renergia, et puis bien évidemment qu'on ait aussi des retombées fiscales, et pas pour dire je veux ma part du gâteau, c'est que les gens vont passer chez nous, quand ils passent aujourd'hui chez nous, les gens viennent de chez nous. Et donc à un moment donné, il y a un impact aussi sur les logements. Je vous rappelle que dans les 3 ans, 4 ans qui suivent le début de la construction, alors vous avez parlé de 2029, ça peut parler de 2030-2032, c'est en moyenne à peu près 10 000 personnes en plus sur peut-être 10 à 15 ans sur notre territoire. On va avoir des problèmes sur les logements, on aura des problèmes sur les écoles, on aura des problèmes sur la santé, où ça va passer, les flux, tout ça, voilà. Donc à un moment donné, on comprend que c'est l'intérêt majeur, il n'y a pas de problème, sauf que c'est nous qui sommes les premiers concernés. Donc tout ça va être bien évidemment suivi par toutes les personnes de notre commune, que ce soit présents ou futurs, puisque les enjeux sont très importants. En tout cas, moi, je suis très vigilant là-dessus. C'est pour ça que le tram sur 2030, c'est lié avec ça. Alors, le tram. C'était 2032, ça a été avancé de 2 ans par rapport à ça. Le tram, quand on prend le SCOT du COPA, déjà, quand il a été voté, il a été modifié il y a 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans, le temps passe vite. Il prévoit 2 choses. Il prévoit le pont-barrage à Saint-Romain-Jalonnaz pour accéder à la centrale, l'actuelle et la future, et il prévoit, au cas où, carrément un arrêt à la centrale du tramway. Donc il faut déjà qu'il vienne jusqu'à Crémur, et après on parlera de l'Ouest. Mais bien évidemment que demain, voilà. Et c'est aussi pour ça que la compétence mobilité des balcons est importante, pour après comment on fait pour faire les transferts de flux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a réussi à négocier et à avoir un arrêt covoitis sur la commune. Il y en a un actuellement sur Montagneux, un sur Tigneux. Ah, c'est un peu particulier, Covoitici. Donc vous savez, c'est cet arrêt où on prend les gens en autostop. C'est comme un arrêt de bus, et pour aller à la centrale. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, vous devez venir à pied, vous partez en voiture. Donc, même si on est sur un grand axe, il y a beaucoup de voitures qui passent, et on n'a pas de parking. Donc on est en train de voir avec Covoitici par rapport à des sondages, où ils font des tests un partout où on le positionne. Et c'est une petite parenthèse, ça va aussi permettre de développer un peu le covoiturage. C'est gratuit, c'est pour la commune, donc c'est plutôt pas mal. Bon, parenthèse fermée. Donc des dossiers très intéressants. J'avais une question. Oui. Vous avez mentionné donc le pont et donc la zone commerciale artisanale de Lire-sur-Anville. Oui. Par contre, je m'interroge parce que cette zone du sol n'est pas apte à la construction. Aujourd'hui, oui. Voilà. Donc, parce que les travaux sont pas petits pour. Il y a des cavités. En fait, après, je dis pas que ça a passé par ces zones. Moi, je dis juste qu'en tant que. Alors, c'est pas si. Non, vous avez dit le pont donc, pour desservir aussi. Non, mais alors, je vais compléter. Bon, en tant que maire de Saint-Romain, évidemment, je la situation du pont, qui ne veut pas que ça passe par chez nous directement pas sur le pont, donc je demande la déviation, peu importe. Et après, en tant que vice-président des balcons de Dauphiné, ce que je vois juste aussi, c'est le développement économique et qu'on n'a pas encore. On sait ce qui se passe en fait. À Lire-sur-Anville, il y a des petits problèmes de cavité, de la terre, des trous et de la terre. Quand vous avez un tractopelle qui commence à faire la voirie, qui commence à faire des fondations pour un bâtiment, et ben, le tractopelle, il tombe. Voilà, c'est ça le problème. Ils sont en train de
ça va être réglé. Demain, s'il y a un pont, on peut raser, on peut reconstruire. Mais moi, ce que je vois juste en tant que qu'expert en charge de l'économie, c'est que forcément, si derrière il y a Picport, si derrière vous avez la centrale, il y aura aussi des entreprises, pas que, mais aussi des entreprises qui vont peut-être dépendre de la centrale et des prestataires, et qu'il faut que ce soit par là. Mais ça peut être un peu plus haut, et il ne faut pas que ce soit trop bas. C'est ce que je pense, en tout cas. Je vous rappelle juste que pour l'OIET, c'est 14 000 véhicules par jour par rapport à l'étude qui a été faite en février 2023. Même si les personnes doivent parler de 17-18 000, peut-être la dernière étude officielle c'est 14 300 exactement, et que nous, rue du Girondin, devant le commerce, c'est 3100 véhicules par jour. Donc si demain, on a un deuxième pont qui est juste à la sortie des voitures, on va plus prendre la tête à aller vers Loyette, prendre le feu et compagnie. Ça va filer tout droit, alors, je parle pour une certaine partie, il y en a d'autres qui vont être crémeux, peut-être un compte en jeu, je ne sais pas, mais bref, c'est un peu la science-fiction. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les présidents de département voyaient les ponts pendant 10 ans. Or, parlant avec l'EDF, eux, c'est 5 ans. Ils sont prêts à mettre la main à la pâte. Voilà. Donc, parenthèse fermée, on sera très vigilant, mais en tout cas, dans un premier temps, il faut toujours quand même se contenter des victoires que l'on a. Et aujourd'hui, pour être personnel, et je pense que pour la commune, je suis bien content que Romain Chial tombe à l'eau. Et à ce sujet, je remercie les associations qui se sont manifestées et le collectif Top Barrage et l'association d'archéologie parce qu'ils étaient présents tout le long et surtout la qualité du débat parce qu'il faut être clair, il y a eu plusieurs enjeux sur ce projet. À la fin, il est clair que le projet tombe à l'eau à cause, ou grâce plutôt, à une contestation locale de qualité et aussi, il ne faut pas se leurrer, avec l'arrivée des EPR2, ça a été mis dans la presse. Mais c'était bien relevé dans le diagnostic et dans la synthèse de la CNDP que 90% de personnes sur 10, alors je ne sais pas comment ils ont les chiffres, étaient opposés au projet. En tout cas, moi, c'est celui que j'avais, le chiffre, avant qu'ils aient pris des propos. Voilà. En tout cas, sur la commune, c'était ça, quand on a fait ça, peu importe. Toujours est-il que voilà, maintenant, on va passer à d'autres choses, ça va être un autre chantier. Et ça sera encore plus complexe, mais ça va, on est rodé là, on a fait un peu d'études, on va s'amuser à lire des documents, c'est génial. Moi, j'adore. On apprend plein de choses, on rencontre plein de personnes. Donc voilà, en tout cas, la CNR reste notre partenaire pour tout ce qui est entretien du Rhône. Voilà, ils ont un plan 5 Rhône. Et à partir de là, voilà, on a des fiches actions. Aujourd'hui, par exemple, on a reçu un devis de plus de 40 000 et quelques euros pour les barrières du port. On va essayer de mettre en fiche action parce que ça fait partie de la compétence. Il faut savoir que la berge, et au-delà de la berge, voire même une partie de la voirie, c'est de la compétence de la CNR. Donc on va essayer de voir si on peut avoir des subventions. Et puis je vais terminer par quelque chose, parce que je suis un peu long, c'est un peu plus long que prévu. Je voudrais vous parler d'un dépôt sauvage qui a eu lieu fin juin au niveau du Girondin sur le long du chemin du Théâtre. Alors on en parle souvent. Et depuis fin juin, on ne l'a pas ramassé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et demain, quand je dis demain, ce sera dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, on va mettre une explication. Premièrement, donc ce dépôt sauvage, c'est une 60 plaques de fibrociment qui ont été déposées. C'est énorme. Alors malheureusement, heureusement, je ne sais pas, en tout cas, je dirais plutôt malheureusement, ça a été déposé sur un terrain privé. Ça n'appartient pas à la commune. Donc le propriétaire privé a déposé plainte. On sait qui c'est. Voilà, on peut le dire, pas de problème. En tout cas, elle a identifié la personne et pas notre territoire. On ne peut pas se les détails. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est pas notre territoire, mais peu importe. Et aujourd'hui, pour faire enlever ce dépôt sauvage, c'est le moins cher, 5 000 €. Donc vous comprendrez bien que le propriétaire, il faut que l'action judiciaire soit terminée pour ça. Voilà. Donc vous comprenez bien que pour l'instant, en plus, il y a des petits malins qui sont, parce qu'au début, ça a été jeté, mais il y a des petits malins qui ont fouillé un peu et qui ont mis un peu à droite et à gauche. Donc pour l'instant, on ne va pas le toucher. Premièrement, parce qu'on veut que l'action aille jusqu'au bout, et que les 5 000 €, ça soit la personne qui a jeté ces saloperies qui paie. Et puis le propriétaire me dit juste qu'il n'apporte pas, il dit qui m'empêche de penser qu'aujourd'hui je paye les 5 000 € même si je vais les payer et que dans une semaine on va pas qu'après c'est juste à l'Italie comme ça. Donc maintenant le problème c'est qu'il faut faire
quelque chose. On ne peut pas s'amuser à dépasser tant que la justice fait son cours. Et alors on va mettre un panneau, et on va faire bosser, on sait un petit peu, on va pas encore, mais en tout cas on va faire quelque chose de pédagogique pour expliquer la bêtise humaine et ce pourquoi on arrive à cette situation-là. Voilà, donc je voulais juste le préciser. Mais le cas, de toute façon c'est qu'un camion, a été identifié, on sait tout. Le problème c'est que ça met un peu de temps parce que ça lui change de département. Voilà, donc pour toutes les personnes, toutes les semaines on me dit il faut l'enlever, non, on n'a pas la compétence, on ne va pas prendre en charge quelque chose qui ne appartient pas et l'action est en cours. Le conseil s'achève ce jour, 7h, pardon. Je lève la séance. Avant de solliciter le public, si vous s'exprimez, je vous donne rendez-vous pour le mardi 15 octobre, c'est 3 de mémoire, ce sera notre prochain conseil. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on peut éteindre la vidéo.